Effectivement, la présentation suivante va parler du problème des groupes contrôle dans les études sur le neurofeedback et savoir comment on peut valider justement l'effet positif ou non des neurofeedback et les problèmes que cela peut faire. La présentation va être faite par Aurora Kuhn, qui est postdoctorante dans mon équipe et qui a travaillé auparavant à l'Institut Lanfranc plus sur des problèmes de biofeedback et du modèle de traitement de signal, et qui va maintenant donc vous parler donc, de ces fameux groupes contrôle. Je lui laisse la parole. Merci François pour cette introduction. Donc je vais vous parler du groupe témoin, en particulier pour les applications du neurofeedback. Je commence tout d'abord avec un petit listing de bonnes pratiques expérimentales qu'on trouve qui est recommandé dans la littérature. Je commence par poser le problème. Pourquoi est-ce qu'on fait un groupe contrôle déjà? On essaie de mesurer un effet, ou pas d'ailleurs, un effet qui peut être positif ou négatif d'une action, par exemple d'un neurofeedback sur une pathologie ou l'amélioration d'une compétence. Et on peut se retrouver avec un effet mesuré, pas forcément directement en lien avec le neurofeedback, mais qui peut être lié à des variables, ce qu'on appelle des variables confusionnelles. Donc, première bonne pratique, la randomisation. Donc, ce qu'on veut d'abord, c'est sélectionner une population homogène pour chaque groupe. Déjà, on prend un groupe qui va recevoir le traitement, et puis on peut prendre un groupe contrôle, mais évidemment, si la population n'est pas homogène entre le groupe contrôle et le groupe qui reçoit le traitement, on va avoir un gros biais d'études. On sélectionne les sujets de manière aléatoire et on les répartit dans les différents groupes. Ici, j'ai mis un exemple où le premier groupe, on a son sujet ici, le premier groupe va recevoir le traitement neurofeedback, le deuxième groupe, on le met en liste d'attente, c'est-à-dire qu'il va recevoir le traitement neurofeedback, mais plus tard. Et le troisième groupe, on choisit comme groupe contrôle, par exemple, pas de traitement. Donc il faut évaluer les critères qui nous intéressent et sélectionner les sujets, les répartissant de façon complètement homogène dans les différents groupes pour éviter les biais liés à la répartition des sujets dans les groupes. Et une autre bonne pratique, c'est le double aveugle. Alors tout le monde recommande le double aveugle. Pourquoi? Déjà, si le patient est au courant qu'il est en train de recevoir un traitement, un placebo par exemple, il va avoir un biais. Il ne va pas forcément être d'accord pour faire la manip ou il va savoir que de toute façon il est dans le groupe placebo, donc ça ne l'intéresse pas. Deuxième personne, l'expérimentateur, celui qui fait passer l'expérience, il est tout content, il a ses sujets et ceux qui reçoivent effectivement le traitement, il a très envie que ça marche, donc il va, sans le faire exprès, biaiser l'étude et un peu influencer l'étude. Donc le principe de la double aveugle, c'est que ni les sujets ni l'expérimentateur sont au courant de qui est dans le groupe contrôle et qui l'est pas. Et on trouve un petit peu aussi dans la littérature des exemples de ce qu'on appelle la triple aveugle. Donc cette fois, en triple aveugle, on rajoute encore la personne qui va traiter les données, qui elle aussi peut d'ailleurs avoir très envie que ça marche ou que ça marche pas, et qui peut être biaisée. Donc une encore meilleure pratique, c'est de rajouter le triple aveugle quand on traite les données. De toute façon, les données sont anonymisées pour des questions éthiques, donc c'est facile de faire en sorte que la personne qui traite les données ne sache pas si les sujets, les données qu'elle traite sont des gens qui sont appartiennent au groupe contrôle ou pas. Alors, petite illustration du groupe en double aveugle. On a notre superviseur qui, lui, donc, est au courant de savoir qui va recevoir la pilule A, qui reçoit la pilule B, qui est en contrôle, qui n'est pas. Le médecin, par contre, qui va distribuer les pilules, lui, il n'est pas au courant. Et le patient non plus. Voilà, donc c'est évidemment une situation assez difficile à reproduire dans le cas du neurofeedback, parce qu'un placebo, ça risque d'être reconnu. Donc aussi bien le patient que l'expérimentateur sauront que là, on est dans le groupe contrôle. Alors, un petit topo sur le jargon du domaine, parce que c'est assez compliqué, assez fourni. Je donne ici quelques acronymes qu'on rencontre souvent. Tout ça, cette partie de dessous, ce sont des
ce qu'on appelle Randomized Control Trials, donc des essais randomisés contrôlés. Première possibilité, donc, pour ce qui n'est pas randomisé contrôlé, où on a ceux qui ne reçoivent pas de traitement, donc no treatment ou waitlist, ceux qui sont en liste d'attente, qui vont recevoir le traitement, mais pas tout de suite. Ensuite, on peut répartir les groupes de contrôle en deux grands ensembles. Les groupes positifs, on s'attend à ce qu'il y ait un effet, et les groupes contrôle négatifs, où là, on est dans le cadre du placebo, ou du feedback simulé, par exemple, le feedback sham. Donc tous ces acronymes pour le contrôle positif, ils se ressemblent pas mal. Donc on a existing practice, la pratique existante, les traitements de routine standard. Un qui est fréquent aussi, c'est le treatment as usual, le traitement habituel. Donc ça peut être un médicament ou n'importe quoi qu'on sait qu'à peu près ça marche. En fait, globalement, les soins standards. Alors, donc, je vais justement parler de groupes positifs, négatifs. Alors, il y a d'autres définitions qui introduisent une troisième catégorie. Alors, on va parler de groupes actifs lorsqu'on utilise un traitement contrôle qui est connu pour avoir des effets. Par exemple, on va opposer le neurofeedback à un médicament. On a les groupes semi-actifs. Là, c'est une tâche contrôle. On sait qu'elle a des effets, mais ils ne sont pas spécifiques au traitement. Donc, on peut comparer, par exemple, du neurofeedback à du biofeedback. Si on a un enfant hyperactif, par exemple, on va comparer, on va prendre une étude, on va utiliser, par exemple, donc un neurofeedback sur son activité cérébrale et un biofeedback, par exemple, sur sa respiration. C'est pas spécifique au neurofeedback, mais on aura potentiellement des effets. Et enfin, les groupes, cette fois passifs, donc c'est un placebo, un traitement qui ne devrait pas avoir d'effet. Alors, les groupes contrôle, ils sont, on va dire que le contrôle est plus ou moins contraignant. Donc, quand on n'a pas de traitement, évidemment, là, le contrôle n'est pas du tout contraignant. Et puis, on peut aller jusqu'à un traitement beaucoup plus contraignant, un traitement alternatif actif. Et entre les deux, on a la liste d'attente et le placebo. Alors, avec tous ces groupes contrôle, qu'est-ce qu'on en fait ? Je vais commencer par l'exemple de la pharmacothérapie, parce que c'est ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit. Alors, en pharmacothérapie, les principaux groupes contrôle, ça va être, on va comparer par exemple à ce qui existe déjà, donc au traitement alternatif de base. On va comparer avec le fait de ne pas donner de traitement, ou on peut le comparer avec la pilule placebo. Mais à moins de ne pas donner de traitement, dans la pharmacothérapie, les sujets n'ont aucun moyen de savoir s'ils sont dans le groupe placebo ou pas. Par conséquent, les sujets du groupe expérimental, ceux qui reçoivent le traitement, et ceux qui prennent le placebo, ils ont absolument les mêmes attentes en termes d'efficacité du traitement. Alors, un petit topo sur l'effet placebo. Ce qu'on appelle le placebo, c'est en fait un effet psychoneuroimmunologique qui est induit par une boucle entre donc le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire, d'une part, et un mécanisme donc cognitif en même temps qui vient d'un conditionnement comme le conditionnement pavlovien qu'on vous a montré tout à l'heure. Le sujet a des attentes. À chaque fois qu'il prend un médicament, le sujet il guérit. Donc ça crée un renforcement de ses attentes. À chaque fois que je prends un médicament, je vais être guéri. Donc l'effet psycho-neuroimmunologique est conditionné. Par ailleurs, s'il pense que ce traitement va le guérir, ça va également influencer sa motivation et donc en particulier sur ses attentes. Donc son humeur. Alors, dans tout ce qui est placebo, en pharmacologie, il y a des études qui ont montré des effets d'apparence des pilules. Il y a des patients qui vont penser que la pilule rouge marche mieux que la bleue, ou ce genre de choses. Et même, si on va sur Internet, on peut commander du placebo sur les sites qui vendent des placebos. Donc, si vous êtes malade et que vous ne savez pas comment vous guérir, vous pouvez acheter du placebo. Voilà. C'est bien la preuve que cet effet, en tout cas, il y a des gens voilà, qui en ont besoin. Donc, maintenant, je vais faire
Je vais parler donc des groupes contrôle cette fois pour une application un peu différente qui est la psychothérapie et la remédiation cognitive qui sont un peu plus proches de ce qui nous intéresse avec le neurofeedback. Alors, déjà, pour revenir sur le neurofeedback, il fonctionne par conditionnement, c'est-à-dire que donc il n'y a pas de médicaments bien sûr. Donc la validation de l'efficacité d'un traitement neurofeedback va se faire à peu près de la même façon qu'une psychothérapie. L'effet placebo, comme on l'avait tout à l'heure, le petit rappel, donc l'effet placebo avec cet effet psycho-neuroimmunologique par rapport aux attentes liées à la prise de médicaments, évidemment ça ne marche plus puisque le système immunitaire ne rentre pas en jeu dans le neurofeedback. Mais par contre, le conditionnement est toujours là et c'est surtout ça qui va jouer. Pour faire simple, ce sont les attentes des sujets. Si les personnes attendent, si elles ont cet engagement déjà dans le traitement et ces attentes que le traitement va les guérir, c'est déjà une partie du chemin qui est fait. Si par contre elles ne sont pas engagées dans la tâche parce que de toute façon elles ne sont pas motivées, elles ont l'impression qu'elles sont dans le groupe contrôle, on aura beau essayer de leur faire du feedback, ça ne va pas donner grand chose. Alors oui, justement, l'illustration du faux placebo. Si le groupe placebo n'a pas les mêmes attentes que le groupe traitement, c'est très difficile d'avoir un groupe contrôle qui soit passif, en psychothérapie par exemple. Donc si on prend le cas des remédiations cognitives de la psychothérapie, les alternatives, ça va être le traitement habituel, souvent un médicament, ou bien pas de traitement, ou bien d'autres types de thérapie. Donc les participants savent qu'ils sont dans le groupe contrôle, et une étude récente a montré que c'était nécessaire en fait d'évaluer au moins avant les séances les attentes des sujets. Alors, je vais vous citer par exemple l'exemple de cette étude qui proposait l'utilisation de jeux vidéo pour l'augmentation de certaines capacités cognitives. Et en particulier partait de l'hypothèse que les jeux d'action allaient augmenter certaines capacités cognitives par rapport aux jeux qui sont plus calmes, comme donc là dans l'étude. C'était Unreal Tournament qui était considéré comme jeu d'action, et puis Tetris et les Sims qui étaient les jeux contrôle, les jeux calmes, pour lesquels on n'attendait pas, en tout cas les expérimentateurs n'attendaient pas d'amélioration particulière. L'étude a montré que les sujets n'ont plus et que donc il était nécessaire en tout cas dans cet article de revue de Booth et ses collègues. Donc ce qu'ils ont montré, c'est cette notion d'effet placebo différentiel. C'est-à-dire que la différence mesurée entre les performances donc après l'utilisation du jeu, donc je crois que c'était 15 séances, après 15 ou 50 heures, je crois, 50 heures de jeu, évidemment, ils avaient une amélioration de certaines capacités cognitives, ça a été montré. Maintenant, l'auteur pose la question, certes, il y a une amélioration, mais est-ce que l'amélioration vient de la pratique du jeu vidéo, ou bien est-ce qu'elle vient de cette attente différente, de cet effet placebo différentiel lié donc justement au fait que les personnes qui jouaient aux jeux vidéo d'action étaient très engagées dans la tâche parce qu'ils pensaient que ça allait améliorer leur capacité cognitive, alors que ceux qui étaient sur des jeux plus calmes avaient moins cette tendance-là, en tout cas pas sur les mêmes facteurs. Donc là, je n'ai pas détaillé l'ensemble des capacités cognitives étudiées, c'était pas juste genre c'est mieux ou c'est pas mieux, mais c'était avec plusieurs critères. En tout cas, la question reste en tout cas ouverte de au moins prendre la peine de mesurer cet effet-là et de questionner les attentes des sujets. Donc je vais continuer avec quelques recommandations, cette fois plus spécifiques pour le neurofeedback.
Alors déjà, selon ce qu'on veut contrôler, donc si on veut mesurer l'efficacité du neurofeedback, on va avoir effectivement plus tendance à se tourner vers un contrôle actif. C'est juste, on compare deux méthodes, on prend un médicament, on prend un neurofeedback, on compare, et là, on peut dire, telle méthode A plus efficace que la méthode B. Bon, ça apporte des informations, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas complet non plus. Maintenant, si on veut mesurer les biais dans l'étude, on va être obligé d'utiliser au moins un contrôle semi-actif. Par exemple, donc l'effet de l'expérimentation, l'effet d'installer tout un équipement sur la tête du sujet, ça a forcément un effet, il faut qu'on le mesure d'une façon ou d'une autre. Donc pourquoi pas avec un contrôle semi-actif du genre biofeedback ou un neurofeedback qui serait appauvri, ou un autre neurofeedback en tout cas. Et pour ce qui est du contrôle passif, quelque part ça relève un peu de l'utopie, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, dans les essais randomisés contrôlés, il y a des facteurs psychologiques dont on a parlé déjà beaucoup depuis ce matin, tout ce qui est motivation, attente, l'état de flow state, l'autonomie, le contrôle perçu sur la tâche. On peut aborder le contrôle avec deux stratégies qui seraient complémentaires. D'abord, on pourrait essayer de maintenir à un certain niveau les facteurs psychologiques, comme par exemple la motivation. Donc essayer de faire comme ce qui a été proposé ce matin, d'ajuster les seuils ou d'ajuster la difficulté, en tout cas d'une façon ou d'une autre, de façon à maintenir la motivation suffisamment élevée, ou d'essayer de rester dans le game, dans le flow state. Ensuite, également, si on a pris la peine de faire des tests, des évaluations avec des échelles auparavant pour mesurer les attentes des sujets, on peut faire des corrections statistiques entre le groupe témoin et le groupe qui reçoit le traitement. Mais pour ça, il faut en tout cas chercher à mesurer les choses et essayer de comprendre ce qui se passe entre les deux groupes si jamais on n'a pas le même niveau d'attente entre les groupes. Donc, les types de contrôle actifs qu'on peut utiliser pour le neurofeedback, évidemment, c'est d'utiliser un traitement dont l'effet est connu, donc soit un traitement médicamenteux habituel ou d'autres types de thérapie ou de la remédiation cognitive. Donc là, on est bien dans une approche qui pourrait s'intégrer dans un modèle dimensionnel. Justement, à propos d'approche dimensionnelle, il faut, de même qu'on prend la peine, on devrait prendre la peine de contrôler les attentes des sujets. C'est très important de contrôler les traits psychologiques et les biomarqueurs des sujets qui sont dans le groupe contrôle et dans le groupe qui reçoit le traitement. Et voire même, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations en fin d'étude, essayer d'étudier les différences entre ceux qui répondent au traitement et ceux qui n'y répondent pas, à l'aide de ces biomarqueurs et ces traits psychologiques qu'on a évalués avant. Là, l'illustration parle de ce que François disait tout à l'heure, le locus de contrôle. Donc les sujets qui ont un locus de contrôle interne vont avoir tendance à s'attribuer ce qui leur arrive de positive ou négative. Donc là, cette jeune fille a été refusée. Donc, si elle a un locus de contrôle interne, elle va penser que c'est de sa faute et qu'elle est vraiment nulle. Si elle a un locus de contrôle externe, elle va remettre la faute, elle va se dédouaner de cette responsabilité-là en disant que de toute façon, c'était pas de son ressort, c'était hors de son contrôle. Et donc, celle qui a un locus de contrôle externe va tendance à mieux réagir au neurofeedback. Pour les groupes contrôle semi-actifs, le feedback sham, donc on peut utiliser un feedback sham qui serait
un feedback, donc on prend le signal de feedback et puis on rajoute du bruit dessus, donc on réduit on diminue le rapport signal sur bruit, ou on prend des signaux physiologiques moins spécifiques comme de l'électromyographie, où on soumet cette fois les sujets à un serious game, donc cette fois on n'a pas de rétroaction, pas de boucle de rétroaction, c'est un feedback. Il n'y a pas de feedback justement, c'est juste on essaie d'entraîner par un serious game. Donc dans ce cas-là, on peut arriver à leurrer le système de motivation, puisqu'on ne dit pas au sujet qu'il est dans le groupe contrôle, bien sûr. On lui dit juste, voilà, un super outil, ça va t'aider à augmenter telle compétence, et puis c'est tout. Donc là, c'est du semi-actif. Ça peut masquer l'efficacité du neurofeedback parce que on n'est pas tellement capable de savoir si on prend par exemple un groupe contrôle où on a le signal de neurofeedback et qu'on rajoute du bruit dessus, est-ce que l'information a été dans le signal qu'on a donné? Est-ce qu'on n'a pas laissé trop d'informations? Pareil, si on utilise comme groupe contrôle un groupe, par exemple pour l'hyperactivité, si on donne un biofeedback sur la respiration, il se peut que ça marche beaucoup mieux que le neurofeedback, finalement. Donc, est-ce que c'est un contrôle adapté pour valider l'efficacité du neurofeedback? C'est pas sûr. Alors, la question du contrôle passif, je disais que j'allais y revenir. Nous y voilà. Alors, le plus proche du placebo, ça va être un feedback absurde, c'est-à-dire que on donne un feedback aléatoire, n'importe où. Ou alors, on donne un feedback préenregistré, donc qui vient d'une autre session. Et là, c'est pareil, ça n'a pas non plus énormément de sens pour le sujet. Donc, à la limite, on peut leurrer sa maîtrise en ajustant des seuils et en lui donnant un taux de succès artificiellement élevé. On peut le faire, il n'y a pas de problème. On peut leurrer ses attentes en lui faisant croire que c'est génial et que ça marche très bien. On ne va pas pouvoir leurrer son autonomie, par contre. Donc, on va avoir un gros problème de motivation parce qu'il ne va pas être capable de se passer du feedback. Sans feedback, il ne progresse plus, bizarrement. Donc, c'est pas complètement un feedback passif, parce qu'on a à nouveau un mécanisme de conditionnement. Donc, les feedbacks internes du sujet vont être trompés, vont être orientés vers un objectif qui est aléatoire ou absurde, donc avec un risque en plus de nocebo. Donc, c'est pas du tout passif comme effet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Aurore. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci pour votre exposé. Ma question, c'est est-ce que le fait de donner au groupe contrôle feedback du groupe actif, vous considérez ça comme un feedback absurde du coup? Parce que J'ai pas bien compris. Ouais, comme groupe contrôle, en fait, de donner le feedback du groupe actif. Ça se fait beaucoup, en tout cas, dans les études de neurofeedback IRM. Je voudrais savoir si vous catégorisez ça comme dans les feedbacks absurdes ou pas. Oui, alors j'aurais dû mettre des guillemets sur absurde. Je voulais dire absurde dans le sens où ça n'a pas vraiment de sens par rapport à ce qu'ils font. Ça n'a pas forcément directement de lien avec leur activité cérébrale à eux. Donc c'est, en tout cas pas forcément tout le temps, mais il y a des moments où ça va ressembler à de l'aléatoire. Et voilà. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est un contrôle efficace de donner comme sham l'activité cérébrale du groupe actif au groupe contrôle? Il y a un risque que le sujet se rende compte que ça colle pas et qu'il perde sa motivation. Donc ça, c'est un risque relativement mineur, on va dire, ça va juste biaiser l'étude. Maintenant, il y a un autre risque, un peu plus embêtant, c'est que le sujet, entre guillemets, désapprenne son propre feedback interne pour réapprendre quelque chose de pas complètement correct. Ok, moi je voulais savoir s'il avait été envisagé que le sujet soit son propre témoin, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de groupe contrôle et que le sujet ait finalement deux tâches avec neurofeedback, une pour laquelle il est censé être
entre guillemets déficitaire, et l'autre pour laquelle il n'est pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Et si oui, dans la DHD, est-ce que c'est faisable par exemple? Donc ce serait par exemple un protocole où d'abord il a comme pas de traitement et puis après il y en a un où ce serait... Non, en fait, le sujet est son propre témoin, c'est-à-dire qu'il fait une tâche qui implique l'attention, donc qui met en jeu son déficit attentionnel, et une autre tâche pour laquelle il a également, il bénéficie d'un neurofeedback, mais pour laquelle il n'est pas déficitaire. Ça peut être une tâche d'apprentissage, ou ça peut être autre chose. Oui, c'est une approche classique. Alors là, on est évidemment loin du placebo médicamenteux, mais en tout cas, c'est une approche qui me semble tout à fait possible. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'avais juste une question là, sur l'effet placebo. Là. Vous avez montré un système immunitaire. Par exemple, si on considère qu'un thérapeute est très convaincu que le neurofeedback marche, qu'il dit convainc le patient que ça va vraiment le guérir, pourquoi on ne pourrait pas considérer ça comme le même effet placebo que prendre une pilule et penser qu'on va être guéri? Le thérapeute va aussi faire intervenir le conditionnement. Donc ça va être encore... alors, il n'y aura pas forcément... Enfin, la réaction du système immunitaire ne va pas intervenir, mais en tout cas le conditionnement, très probablement. Et pourquoi? L'histoire du système immunitaire, c'est quoi l'explication en fait? J'ai pas compris, je pense alors. En quoi la prise d'un médicament versus la conviction modifie le système immunitaire? C'est que j'ai pas compris. Système placebo dans des modèles de souris et effectivement à partir, parce que la seule façon de mesurer le comportement chez l'animal c'était en faisant du conditionnement opérant, et donc on reproduit l'effet placebo, c'est-à-dire quand on ne donne rien à l'animal, il y a le phénomène qui se produit, et dans les modèles animaux on a montré des modifications des systèmes immunitaires mais aussi au niveau cérébral, au niveau organique, etc. Et du coup il y a un saut qui est un peu abusif chez l'humain, de dire que le placebo ne passerait que par le conditionnement opérant. On sait très bien que c'est faux. Je rappelle que le seul psychologue qui a eu un prix Nobel, qui est Daniel Kahneman, il a montré le framing effect dans les expériences en psychologie. Donc c'est la manière dont on pose la question qui influence complètement la réponse. Et c'est pas du tout du conditionnement opérant. Alors il a eu un prix Nobel d'économie parce que c'est les gens dans le marketing qui se sont dit tiens intéressant comme truc. Et du coup maintenant c'est devenu une star et on parle de neuroéconomie, ce qui fait marrer parce que le gars n'a jamais fait de neurologie du tout. Mais bon, c'est une façon de se réapproprier des découvertes dans les neurosciences, c'est très amusant. Mais en plus, il y a quelque chose dans le neurofeedback, dans le biofeedback qui pose souci dans l'effet placebo, c'est qu'il y en a un vieux article qui s'appelle Ultimate Placebo pour le neurofeedback, c'est qu'en fait la boucle elle-même a tendance à renforcer le sentiment d'efficacité personnelle du sujet, et le sentiment de modifier son propre paramètre, c'est un très fort inducteur de sentiment de self-efficacy. Et en fait, on sait que c'est une des variables psychologiques pronostiques majeures des maladies chroniques. Donc, quel que soit le paramètre physiologique ciblé, en soi, le fait d'avoir le sentiment de pouvoir moduler un de ces paramètres physiologiques, ça a un effet d'augmentation de self-efficacy. Alors, est-ce que c'est un effet placebo ou pas, ça? Cet effet non spécifique, mais qui est quand même spécifique de la self-efficacy entraînée par le protocole d'effet placebo. On avait déjà discuté un peu avec Thomas Roche, parce que je pense que cet effet non spécifique, il est un peu homéostatique. Et qu'en fait, il est non spécifique de la cible, de la target, de l'alpha-bêta, la P300, de l'EEG-copé. C'est-à-dire qu'avant même l'EEG-copé, il y a peut-être déjà un sentiment juste, dans les boucles non biaisées, de sentiment d'efficacité qui peut avoir un très puissant effet thérapeutique et qui serait, à mon avis, à tort appelé effet placebo. Enfin, je ne sais pas ce que... C'est un biais sur la motivation. Ouais. Je pense que la question c'est toujours est-ce que le neurofeedback est meilleur que les autres interventions, n'importe quelle. Alors on devrait peut-être faire toutes les études avec tous les différents groupes de comparaison, mais je pense que c'est le gold standard qu'on trouve qui est le mieux efficace, ça c'est le groupe de contrôle pour le neurofeedback. Parce que, ok, c'est plus. Le neurofeedback, il y a moins des effets néfastes. Alors même s'il y a un effet inférieur à peut-être des médicaments, là, il y a des questions critiques. Mais enfin, je pense que le neurofeedback devrait démontrer un effet supérieur, ou au moins
inférieur à le traitement meilleur qu'on a aujourd'hui. Ouais. Alors, médicaments. Et du coup, j'ai une petite question sur le modèle ABA, là, qui n'est pas spécialement éthique, mais du coup, on voit vraiment si en effet en up-régulation et en down-régulation, donc si on va dans un sens ou dans l'autre, est-ce que les symptômes reviennent? Et puis ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'autant que la première étude de Loubar sur, on n'appelait pas ça TDAH, mais le trouble hyperkinétique, c'était ce type de protocole. Il montrait bien que quand on inversait le signal, mais les sujets s'aggravaient. Et après, on n'a jamais reproduit cette étude, je ne sais pas pourquoi, c'est la première étude en TDAH et celle qui a ouvert le champ. C'est pour éthique. Et ça a aggravé la fréquence des crimes.